suis très heureux d'être ici pour tenter de vous expliquer quelques clés sur ce pays encore très mystérieux qu'est l'Ukraine, vu d'Europe occidentale. Moi, j'ai été correspondant en Ukraine entre 2010 et 2014 pour la presse francophone, pour Mediapart, pour Libération, etc., etc. J'y suis retourné à de nombreuses reprises depuis. Et bien sûr, avec la crise actuelle, je m'y suis intéressé de nouveau. En ce moment, je suis à Mediapart et donc j'étais moi-même en Ukraine il y a 3 semaines au début du conflit et j'y retourne lundi prochain. Voilà, je vais prendre l'avion jusqu'à Cracovie, ensuite un train jusqu'à la frontière ukrainienne pour me rendre à Lviv, dans l'ouest du pays, et ensuite à Kiev. Pour essayer bien sûr de comprendre et d'analyser un peu le conflit qui se déroule en ce moment dans le pays, et puis pour le documenter au plus près de l'actualité. Alors, l'Ukraine, comme vous le voyez, comme vous le savez, est un pays important au niveau de la taille à l'échelle européenne. C'est un pays qui fait 600 000 km². Pour rappel, la France fait 550 000 km², donc un pays plus vaste que la France. Selon les recensements officiels, on aurait avant le conflit une population qui était estimée à 44 millions d'habitants. Une population en baisse constante depuis 1991 et l'éclatement de l'Union soviétique, ce qui se justifie par 2 facteurs, à la fois une natalité extrêmement basse. On a en Ukraine environ 1,2, 1,3 enfants par femme, quand le seuil de renouvellement des populations se situe plutôt autour de 2,1. En France, on est autour de 1,9 à peu près. Donc une natalité basse et puis surtout une émigration extrêmement forte. Les Ukrainiens, depuis 1991, émigrent massivement à l'étranger pour travailler, alors à la fois en Russie, mais aussi notamment en Pologne. Même avant le début de la guerre, la Pologne accueillait une émigration polonaise extrêmement importante qui était dans le pays principalement pour travailler sur les chantiers, par exemple. Les Polonais eux-mêmes émigrant plus loin en Europe occidentale. Donc on a eu ce jeu de basculement migratoire entre l'Ukraine, la Pologne et l'Europe occidentale. Néanmoins, un pays important, 44 millions d'habitants officiellement, certainement un peu moins. Les recensements sont assez généreux. On pense qu'il y a, avant le conflit, qu'il y avait quelques millions de personnes en moins. Et puis surtout, avant le conflit, vous aviez également 2 zones importantes déjà sous contrôle russe. La Crimée, annexée en 2014 par la Russie de Vladimir Poutine, et puis dans le Donbass, les villes de Donetsk et de Lugansk, qui étaient elles aussi sous contrôle direct russe déjà avant le déclenchement des hostilités le 24 février dernier. Donc de fait, en Crimée, on a à peu près 2 millions d'habitants, dans le Donbass également 2 millions. Donc on peut penser que la population avant le début du conflit en Ukraine était plus proche de 38-39 millions d'habitants directement sous contrôle ukrainien. Alors néanmoins, c'est un pays, comme je l'ai dit, très grand, très vaste, avec des paysages extrêmement différents. Vous avez bien sûr cette grande plaine céréalière qui commence en Ukraine et qui va se poursuivre pratiquement jusqu'aux montagnes de l'Oural, avec des terres très riches, le Tchernosium, qui est une terre noire extrêmement riche. En Ukraine, on peut faire facilement 2-3 récoltes par an de blé ou d'autres céréales sans avoir à mettre beaucoup d'intrants. C'est une terre extrêmement fertile. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ce pays le grenier à blé de l'Europe, qu'on a longtemps appelé ce pays le grenier à blé de l'Europe. En 91, l'Ukraine, c'était 35% de la production du blé en URSS, donc une part extrêmement importante de la production agricole soviétique à l'époque et aujourd'hui à l'échelle mondiale, puisque vous l'avez sans doute noté dans les reportages qui sortent ces derniers temps, la crise ukrainienne met aussi en danger la sécurité alimentaire de beaucoup de pays qui comptaient sur l'exportation de céréales en provenance d'Ukraine. Donc une plaine céréalière extrêmement fertile. À l'ouest, un massif montagneux, le massif des Carpates. Le pays est aussi traversé par 2 grands fleuves qui vont du nord vers le sud, le Dniestr à proximité d'Odessa et puis le Dniepr qui vient de Biélorussie, qui traverse Kiev
Dnipropetrovsk, Zaporozhia, Nikopol, et qui ensuite se jette dans la mer. Donc 2 grands fleuves extrêmement puissants qui irriguent cette plaine céréalière. Vous avez également aussi évidemment le delta du Danube, qui est l'arrivée, le débouché du grand fleuve du Danube, qui est le plus grand fleuve européen, qui prend sa source en Allemagne et qui se jette dans la mer Noire, donc une région de marécages, etc., partagée entre l'Ukraine et la Roumanie au sud. Vous avez ensuite des côtes, évidemment, qui donnent sur la mer Noire et sur la mer d'Azov, avec en Crimée un relief relativement escarpé, une mer d'Azov très peu profonde, la profondeur de la mer d'Azov est très peu importante, ce qui fait que les ports de la mer d'Azov à la fois peuvent accueillir des bateaux de fort tonnage, mais sont aussi pas les plus efficaces, je dirais, pour pouvoir exporter des céréales ou d'autres biens ou du charbon ou d'autres matériaux vers l'étranger. Ensuite, vous avez au nord des régions de forêt, très forestières, notamment à la frontière avec la Biélorussie. Et puis à l'est du pays, des régions très riches en charbon, notamment. C'est la région du Donbass, dont vous avez entendu parler fortement ces dernières années, qui est une région extrêmement riche. La production du charbon dans le Donbass va commencer durant le 19e siècle avec une industrialisation très importante, avec des gens qui vont arriver de tout l'empire tsariste et ensuite de toute l'Union soviétique pour travailler dans le Donbass. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez dans le Donbass, c'est une région que j'ai beaucoup fréquentée, eh bien vous avez ces terrils que l'on trouve à perte de vue, qui sont ces résidus que l'on extrait de la mine et qui forment, comme dans le nord de la France, des montagnes. Donc la plaine du Donbass, finalement, est aujourd'hui plus une plaine avec des petites montagnes comme ça, assez intéressantes. Une région très industrialisée et très riche en villes. Hein. Vous voyez le nombre de villes qu'on trouve dans cette région, qui sont toutes des villes industrielles qui se sont basées soit sur de grandes usines, soit sur de grandes mines. Donc le Donbass était à l'époque soviétique le cœur véritablement industriel de l'Union soviétique. C'était la région, quand vous étiez ouvrier dans le Donbass, vous faisiez partie de l'élite ouvrière de l'Union soviétique. On se rappelle par exemple du mythe de Stakhanov, cet ouvrier qui en 1935 avait réussi à extraire X tonnes de charbon et dont le nom a été célébré dans toute l'Union et qui a bien sûr donné l'expression stakhanoviste que vous connaissez. Donc c'était le cœur industriel de l'Union, évidemment le cœur industriel de l'Ukraine après 1991. On aura l'occasion de revenir sur cette région qui est une région très intéressante et qui est aujourd'hui le cœur du conflit qui se déroule en Ukraine. Donc des paysages extrêmement différents. Vous avez de très grandes villes, des villes à la fois anciennes, qui ont beaucoup souffert des conflits du XXe siècle, mais qui gardent une architecture très particulière et assez magnifique, je dois dire, notamment Kiev, évidemment, qui est une des plus anciennes villes d'Ukraine, créée aux alentours du IXe siècle. Vous avez Odessa, qui est une ville beaucoup plus récente, créée par la Russie tsariste, mais aussi Lviv, par exemple, à l'ouest du pays, avec son architecture austro-hongroise, très caractéristique. Pour ceux qui ont visité Cracovie, Lviv, ça peut ressembler plus ou moins à Cracovie dans l'architecture. Ensuite, des villes essentiellement militaires, comme Sébastopol, en Crimée, qui était une ville de garnison de l'Empire tsariste dès le XIXe siècle et qui, durant tout le XXe siècle, va être aussi la ville, le port principal de la flotte soviétique en mer Noire et qui est désormais le port principal, évidemment, de la flotte russe, exclusivement de la flotte russe depuis 2014, puisque les bâtiments ukrainiens, les navires ukrainiens ont été saisis ou détruits. Donc une ville avec des paysages, un pays avec des paysages extrêmement contrastés, avec des richesses importantes, hein, agricoles, minières, avec une position stratégique intéressante en mer Noire, notamment pour la Russie. L'Ukraine et les côtes de l'Ukraine permettent à la Russie d'avoir un accès aux mers chaudes, et ça a été dans l'histoire russe, dans l'histoire de l'Empire russe, une constante, hein, cette recherche d'un accès aux mers chaudes,
puisque sans la côte ukrainienne et sans la côte du Caucase, la Russie n'a finalement comme accès que la mer Baltique à côté de Saint-Pétersbourg. Donc une constante, la Russie qui cherche les mers chaudes et qui va évidemment conquérir à partir du XVIIe, XVIIIe siècle tout le sud de l'Ukraine. Ensuite, on a des populations extrêmement différentes également. Vous avez des gens qui parlent une langue qu'on appelle l'ukrainien, des gens qui s'expriment en russe, sachant que l'ukrainien et le russe sont deux langues relativement différentes. On peut les comparer par exemple au français et à l'italien, ou au français ou au portugais, donc des langues évidemment d'origine slave, toutes les deux, mais qui, par le vocabulaire, par la grammaire, sont relativement différentes, même si en Ukraine, évidemment, du fait de l'histoire, tout le monde comprend les deux langues, sachant que l'ukrainien est beaucoup plus présent dans l'ouest du pays, Lviv, en gros de Lviv jusqu'à Kiev. Le russe, beaucoup plus présent dans le sud du pays, Crimée et région du Donbass et nord du pays. Donc c'est un dégradé linguistique comme ça qui se met en place d'est en ouest, les populations d'Ukraine parlant évidemment les deux langues sans aucun problème. D'ailleurs, on pourrait y revenir, mais le conflit linguistique a été largement instrumentalisé à partir de 2014 et du début de la guerre pour diviser de fait artificiellement des populations qui n'avaient aucun problème à utiliser l'une ou l'autre des deux langues. Par exemple, à Kiev, en 2010, quand j'y habitais, vous pouviez demander quelque chose en russe, on vous répondait en ukrainien, et vice-versa. Ça ne posait pas de problème particulier. Donc, deux langues. Vous avez aussi d'autres langues, comme par exemple le tatar, ici en Crimée, avec des populations tatares, donc une langue d'origine turque. Vous avez des populations qui pouvaient s'exprimer par exemple en grec, alors même si le grec a relativement disparu, a largement disparu, vous avez certaines populations qui parlaient encore le grec. Dans le delta du Danube, vous avez des populations roumanophones, par exemple. Vous avez dans l'ouest de l'Ukraine des populations qui parlent aussi le hongrois, des minorités hongroises, etc., etc. Donc un patchwork de langues, sachant que les deux principales, évidemment, sont l'ukrainien et le russe. Vous avez également des religions différentes. Déjà deux églises orthodoxes concurrentes. Une église orthodoxe soumise au patriarcat russe de Moscou, donc des fidèles qui suivent le patriarcat russe de Moscou et son patriarche Kirill, et ensuite une église orthodoxe ukrainienne qui a subi beaucoup de transformations et de mouvements ces dernières années, et qui a déclaré son autocéphalie, c'est-à-dire qui a déclaré son indépendance du patriarcat russe de Moscou. Donc deux grandes branches de l'orthodoxie. Vous avez aussi, surtout dans l'ouest du pays, des gréco-catholiques, c'est-à-dire une église qui suit les rites orthodoxes, mais qui est rattachée à Rome et au catholicisme romain. Donc voilà, trois religions majoritaires en Ukraine. Vous avez également des communautés juives qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah. Il y a encore plusieurs centaines de milliers de juifs en Ukraine, notamment à Odessa, mais aussi par exemple à Dnipropetrovsk ou à Zaporizhia, ou à Kiev également. L'Ukraine était l'une des zones où l'on trouvait le plus de communautés juives avant la Seconde Guerre mondiale, mais on aura l'occasion d'y revenir. Ces communautés ont bien sûr été très fortement diminuées durant la guerre en raison de l'invasion du pays par les nazis et de la Shoah par balle. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, on le voit, un pays contrasté, des paysages différents, des gens qui parlent des langues différentes, qui ont des religions différentes et qui ont aussi des identités différentes. Et je dirais que l'Ukraine est certainement l'un des pays d'Europe où le phénomène identitaire est le plus fin. C'est-à-dire que cette identité ukrainienne est aujourd'hui toujours en construction.
vous avez eu un renouveau identitaire ukrainien après 1991, après l'indépendance du pays et l'éclatement de l'URSS. Et cette construction identitaire ukrainienne est un phénomène toujours en mouvement. Par exemple, vous pouvez avoir des gens dans des familles dont les parents parlent russe et où les enfants font le choix délibéré désormais de parler en ukrainien pour affirmer leur identité ukrainienne, même si, par exemple, leurs parents sont arrivés en Ukraine durant l'Union soviétique ou leurs grands-parents ont été des colons russes apportés en Ukraine. Ces derniers, parfois, font le choix de s'exprimer en ukrainien quand, chez eux, ils ont grandi avec la langue russe. C'est d'ailleurs le cas du président actuel, Volodymyr Zelensky, qui est originaire de la ville de Kryvyi Rih, vous voyez juste ici au-dessus de Nikopol, qui est une ville industrielle. Et Volodymyr Zelensky vient d'une famille de russophones, juive, de russophones, et désormais il fait le choix, en tant que président ukrainien, évidemment, de s'exprimer en ukrainien. Donc, un phénomène identitaire extrêmement fin, en mouvement, très compliqué à analyser, puisque eh bien, il n'est pas encore, je dirais, définitif. Alors, aucun phénomène identitaire, aucune construction identitaire n'est définitive, évidemment. En France, l'identité française évolue, s'enrichit, change, se transforme. C'est le cas aussi en Ukraine, à la différence près que celle-ci va peut-être se transformer, évoluer plus rapidement qu'ailleurs en Europe occidentale. Alors, la question à laquelle on va essayer de répondre ce soir, en tout cas apporter quelques pistes de réponse. Pourquoi Poutine a-t-il déclenché cette guerre? Pourquoi les armées russes sont-elles entrées en Ukraine? Et quel est le conflit qui oppose finalement ces deux pays, l'Ukraine et la Russie? Alors évidemment, on n'est pas dans la tête de Vladimir Poutine et il serait présomptueux d'apporter des réponses définitives ou trop complètes. Néanmoins, on peut essayer d'apporter quelques pistes de réflexion. La première étant que pour les Russes et les Ukrainiens, l'histoire ukrainienne a la même base. C'est-à-dire que l'histoire ukrainienne va livrer des phénomènes identitaires qui vont être appropriés à la fois par le nationalisme russe et par le nationalisme ukrainien. Alors déjà, le terme Ukraine vient du mot Ukraina et du mot Krai, qui signifie marche, frontière, limite. Donc le nom même du pays renvoie à un espace de transition, de limite entre des grands blocs, ici en l'occurrence entre le bloc russe et puis le bloc polono-austro-hongrois. Donc l'Ukraine, un espace de transition, un espace de grandes plaines, de steppes, de cavaliers, où les armées d'occupation sont passées et repassées dans cette plaine immense, et finalement où les guerres et les conflits ont toujours été relativement nombreux. Donc Ukraine, un espace de transition. Le terme est utilisé pour la première fois en français en 1650 par un ingénieur militaire qui s'appelle Guillaume Levasseur de Beauplan. Et pour décrire le pays, je cite, il raconte « Les provinces du royaume de Pologne contenues dans les confins de la Moscovie jusqu'aux limites de la Transylvanie ». Donc, et pour décrire ce territoire, il utilise pour la première fois en français le terme Ukraine. Voilà, c'est comme ça que ce mot rentre dans le lexique français à la moitié du XVIIe siècle. Alors ce territoire ne s'est pas toujours appelé Ukraine, on a utilisé dans la langue française d'autres termes, notamment la Ruthénie, qui était ce territoire que l'on appelait en français la Ruthénie, peuplée d'habitants que l'on appelait donc les Ruthènes. On a aussi appelé ce territoire, bien avant, au Moyen-Âge, au XIe, XIIe siècle, la Rousse de Kiev. La Rousse était le nom de ce royaume médiéval créé à partir du IXe siècle et qui va
constituait véritablement un point de référence pour les nationalismes ukrainiens et pour le nationalisme russe. Et d'ailleurs, pour les Russes, la Rousse de Kiev est véritablement le berceau de la Russie moderne. Hein. La Rousse va d'ailleurs donner le mot russe ensuite dans les langues slaves. De fait, Kiev est la première capitale du royaume des Slaves orientaux, et Kiev est considéré comme le fondement finalement historique à la fois de la Biélorussie, de la Russie et de l'Ukraine. La ville de Kiev est de fait conquise par un chef vareg. Alors les varegs, c'était ces marchands scandinaves qui descendaient le Dniepr pour commercer entre la Scandinavie et en dessous Istanbul. Donc des vikings, si vous voulez, qui prenaient des bateaux, qui descendaient le cours des rivières et qui sont allés jusqu'à Istanbul. On a d'ailleurs retrouvé dans des tombes vikings en Scandinavie des pièces qui venaient d'Istanbul, ce qui prouve bien qu'il y avait des échanges commerciaux entre ces deux régions. Et de fait, l'Ukraine, espace de communication où l'on pouvait naviguer, va devenir un royaume médiéval extrêmement riche, avec pour centre névralgique la ville de Kiev. Alors pour vous donner une idée, Kiev, c'est une ville qui s'implante sur des collines comme ça, qui surplombe le Dniepr, avec un espace défensif extrêmement efficace. Et la ville va rapidement prospérer, elle échange des esclaves, elle échange des céréales, elle échange des matières, des pierres précieuses, de l'or, avec les Ottomans, avec Constantinople au sud, et au nord, les royaumes vikings. Alors c'est en 882 que le prince vareg Oleg s'empare de Kiev et qu'il réunit cette ville à la ville de Novgorod en Russie, qu'il avait déjà conquise un peu plus tôt, pour former ce royaume qu'on va appeler la Rousse de Kiev. Et selon une source écrite, un livre qui s'appelle Le Récit des temps passés, qui est écrite par un moine orthodoxe au XIIe siècle, le prince Oleg, en s'emparant de Kiev, se serait exclamé « Cette ville sera la mère de toutes les villes russes », c'est-à-dire de toute la Rousse. Donc, ce qui justifie pour le nationalisme russe le fait que finalement Kiev soit le berceau médiéval de la Russie. En 988, un peu plus tard, le prince Vladimir, qui contrôle à l'époque la Rousse de Kiev, adopte le christianisme de rite orthodoxe et va construire des grandes églises qui sont toujours aujourd'hui en activité à Kiev, hein, comme la cathédrale Sainte-Sophie, qui est construite en 1037, ou la Laure des grottes de Kiev en 1051. Donc à cette époque, on a véritablement un âge d'or, un royaume puissant, hein, qui s'étend jusqu'à la mer Noire, jusqu'aux Carpates, extrêmement riche, avec des cités extrêmement prospères, qui échangent, qui commercent. Et finalement, la Rousse de Kiev va servir de berceau, de premier État slave de référence, à la fois pour le nationalisme russe et pour le nationalisme ukrainien. Alors, la Rousse de Kiev est détruite, envahie par les Mongols en 1240, et je dirais l'étendard de ce royaume va ensuite passer à la principauté de Moscovie, qui deviendra ensuite Moscou, centre de l'Empire russe. Donc la première ville russe, en fait, c'est Kiev. Et ce flambeau va être repris ensuite par cette principauté de Moscovie, qui deviendra, à partir du XVIIIe siècle, l'Empire russe. Donc il y a une continuité historique comme ça, dans le nationalisme russe, qui fait revenir la création et l'origine de la puissance de l'Empire russe à la ville de Kiev et à la Rousse de Kiev.
Alors ensuite, l'histoire de l'Ukraine va être un peu plus chaotique, et finalement la Rousse de Kiev va être le dernier moment où l'Ukraine, en tant qu'État indépendant, va acquérir une stature importante, va rassembler un territoire cohérent. Ensuite, l'Ukraine va trouver ou retrouver sa position de zone frontière entre deux grands ensembles, l'Empire russe à l'est évidemment, et puis à la fois la Pologne et l'Empire austro-hongrois à l'ouest. Alors quelques dates comme ça, le pays, l'Ukraine, est intégré en 1362 au Grand-Duché de Lituanie, ruiné ensuite par des raids tatars autour du XVe siècle. Ensuite, cet espace va être intégré au Grand-Duché de Pologne en 1569. Et la majeure partie de ce territoire va ensuite être annexée par la Russie en 1654. Donc des populations sur le territoire de l'Ukraine actuelle qui vont être ballottées d'un empire à l'autre et dont l'existence va être soumise à l'autorité de pouvoir extérieur. Et finalement, l'Ukraine ne va retrouver, je dirais, une existence formelle qu'à la chute de l'Empire tsariste après la révolution de 1917. Alors de façon extrêmement brève, on y reviendra, en 1917, il y a une guerre civile qui se déclenche en Ukraine, qui met aux prises à la fois des nationalistes ukrainiens qui rêvent de reconstituer ce royaume ukrainien disparu, des révolutionnaires bolcheviks, mais aussi des armées d'occupation étrangères. On a l'intervention notamment de l'armée allemande qui veut à la fois stabiliser le pays, profiter des ressources agricoles notamment de ce pays après l'effondrement de l'Empire tsariste. Donc sur cet espace ukrainien, entre 1917 et 1921, on a une guerre civile extrêmement dure qui va mettre aux prises, comme je l'ai dit, des puissances étrangères, des bolcheviks, des nationalistes ukrainiens, également des révolutionnaires anarchistes de Nestor Makhno. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Nestor Makhno était un anarchiste qui habitait dans une petite ville située au nord de Mariupol, à Goulaï-Polié. Et Nestor Makhno va réussir à constituer je dirais le seul, peut-être exemple, d'État ou de proto-État anarchiste à l'échelle mondiale pendant plusieurs mois. La cavalerie noire de Makhno va se battre à la fois contre les bolcheviks, contre les nationalismes ukrainiens, contre les armées d'occupation, etc. Bon, Makhno sera trahi par l'armée rouge et finalement battu par les bolcheviks. Toujours est-il que l'Ukraine, dans l'esprit des nationalistes ukrainiens, va retrouver une existence tangible durant cette phase révolutionnaire qui va être de courte durée, puisqu'à partir de 1921, les bolcheviks reprennent la main et vont néanmoins créer une république fédérée à l'Union soviétique, la République socialiste d'Ukraine. Donc finalement, malgré tout, malgré cette défaite des nationalistes ukrainiens, on a quand même, à partir de 1921, la construction d'un territoire qui porte le nom d'Ukraine à l'intérieur de l'Union soviétique. Et c'est la première fois depuis la Rousse de Kiev, même si la Rousse de Kiev, évidemment, ne portait pas le nom d'Ukraine. Alors, on l'a vu, pour les Russes, on a une continuité. Rousse de Kiev, Moscovie, Empire tsariste, Union soviétique et Russie actuelle. Pour les Ukrainiens, on a une autre continuité historique, évidemment, qui se base sur une autre logique historique, qui va partir, là aussi, de la Rousse de Kiev, et qui va s'appuyer ensuite sur le mouvement cosaque. Alors, vous avez sûrement vu des images de ces cosaques, images d'Épinal, où on voit des gens, des hommes rasés avec une queue de cheval, qui se battent sur des chevaux, des hommes libres qui vivent en assemblées qu'on appelle la Rada, qui sont des assemblées d'hommes libres qui décident eux-mêmes de l'élection de leur chef et de les décisions à prendre pour la survie du groupe.
De fait, les Cosaques sont des paysans révoltés contre le servage à la fois principalement imposé par les Polonais, et dans certaines régions d'Ukraine, vous allez avoir donc la constitution de groupes rebelles, notamment à côté de la ville de Zaporizhia, ici que vous voyez sur la carte. Alors, les Cosaques sont des groupes d'hommes qui vivent de la chasse, de la pêche, de razzia, qui s'organisent eux-mêmes. Et cette mythologie cosaque va, pour les Ukrainiens, servir de point de référence extrêmement important. Par exemple, sur Maïdan, en 2014, on aura l'occasion d'y revenir aussi, mais pendant la révolution de la dignité, qui va opposer des révolutionnaires ukrainiens au pouvoir de Viktor Yanukovych en Ukraine, durant cette révolution, vous avez une réexhumation de cet imaginaire cosaque, avec des gens qui vont se laisser pousser les cheveux, qui vont se tondre la tête, qui vont s'organiser en brigade, etc., pour à la fois subvenir sur la place, pour se nourrir, pour s'organiser, pour se battre, etc. Donc l'imaginaire cosaque est toujours un imaginaire extrêmement mobilisé et mobilisable pour la société ukrainienne. Donc les Cosaques, c'est autour du XVIe siècle. Vous avez donc ces groupes de combattants. Le chef de ces Cosaques est appelé l'Hetman, qui est le dirigeant, le capitaine de ces combattants, qui est élu par ces hommes. Donc les Cosaques vivent pendant de longues décennies en relative indépendance. Et puis, au fil des temps et au fil des siècles, ils vont être progressivement intégrés au sein de l'Empire russe. La date importante à retenir étant la révolte de 1648 de Bogdan Khmelnytsky, qui est un cosaque, le cosaque de l'historiographie ukrainienne, qui se révolte contre la Pologne, qui est battue, qui appelle à l'aide la Russie, et la Russie promet son aide, mais finit par intégrer les Cosaques au sein de ces organismes, au sein de ces structures étatiques. Alors, les Cosaques gardent encore pendant quelques années une relative indépendance, et puis progressivement, ils sont intégrés et soumis au pouvoir de Moscou. Donc, on a une continuité, hein, on l'a vu pour la Russie. Pour l'Ukraine, pour le nationalisme ukrainien, elle va partir donc de la Rousse de Kiev, s'appuyer sur les Cosaques et sur le renouveau national ukrainien qui va apparaître au XIXe siècle comme, je dirais, l'ensemble des renouveaux nationalistes en Europe de l'Est. C'est le même cas dans les Balkans, où vous avez la construction ou la reconstruction des nationalismes serbes, albanais, bulgares, roumains, grecs, etc. La guerre de la Grèce contre l'Empire ottoman en 1820, l'indépendance de la Serbie en 1830, etc. Dans toute l'Europe de l'Est, vous avez une appropriation de la Révolution française et l'affirmation de nouveaux nationalismes contre les empires qui occupaient la majeure partie de cette Europe de l'Est. L'Empire ottoman, évidemment, au sud, l'Empire russe, évidemment, et puis l'Empire austro-hongrois. Donc, un renouveau des nationalismes auxquels vont également participer les Ukrainiens, notamment par la littérature, par les arts. Vous avez au XIXe siècle la création de la première université à Kiev. Et donc, l'ukrainien, en tant que langue, va servir de vecteur du renouveau nationaliste qui va s'effectuer en Ukraine. Alors ensuite, malgré tout, au XIXe siècle, vous pouvez avoir un renouveau culturel, mais l'Ukraine reste de fait divisée entre d'une part la Russie et à l'ouest l'Empire austro-hongrois. Alors tout va voler en éclats en 1917, et de fait, le XXe siècle va être pour l'Ukraine un siècle extrêmement douloureux, avec des expériences historiques extrêmement dures. La guerre civile, évidemment, on l'a vu, 1917-1921. Les famines qui s'en suivent, puisque évidemment les guerres qui ont labouré ce territoire pendant
pendant plusieurs années vont entraîner une catastrophe alimentaire extrêmement grave, que le tout nouveau pouvoir soviétique va avoir toutes les peines du monde à juguler. Donc vous avez des famines extrêmement dures sur le territoire ukrainien. Alors pas que, hein, il y en a aussi en Russie, où les gens littéralement meurent de faim, puisque les récoltes sont détruites, les semences sont détruites, et la paysannerie ukrainienne va payer un tribut très important à ces famines. Ensuite, vous allez avoir dans cette nouvelle Union soviétique une phase, je dirais, de reconstruction, où la paysannerie ukrainienne va de nouveau réussir à nourrir la population, où vous avez le développement d'une petite agriculture privée. Staline comprend, et les dirigeants soviétiques comprennent dans les années 20 qu'il faut lâcher un peu de l'Est, et que la collectivisation qu'il voulait imposer à la paysannerie ukrainienne n'est pas souhaitable pour le moment, donc le développement d'une petite paysannerie. Et ensuite, ce qui va être l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle pour l'Ukraine, l'épisode historique que l'on va appeler l'Holodomor. Donc cette grande famine organisée par les autorités soviétiques en 1932-1933. Concrètement, à cette époque, Staline ambitionne de collectiviser à nouveau toute la paysannerie ukrainienne, donc mise en place de kolkhozes où les paysans doivent rassembler à la fois leurs outils, mais aussi leurs vaches, leurs cochons, leurs poules, pour assurer une production collective des richesses agricoles. Pour mettre en place cette collectivisation violente, forcée, et qui, bien sûr, sur le terrain, rencontre des résistances, les petits paysans ukrainiens n'ayant bien sûr aucune envie de collectiviser leurs moyens de production, Staline et les autorités soviétiques vont décider d'organiser la famine délibérée de ce que l'on appelle les koulaks, donc les paysans riches, il faut mettre un guillemet quand même, en tout cas des paysans ukrainiens, et une famine délibérée de ces paysans pour pouvoir à la fois s'approprier des grains et des ressources qui sont susceptibles ensuite d'être exportées vers l'étranger. Staline veut exporter du grain vers l'étranger pour avoir de la monnaie et des devises étrangères qu'il va ensuite utiliser pour lancer l'industrialisation de l'Union soviétique, qui est encore assez balbutiante à l'époque. Donc Staline collectivise les grains, réquisitionne les grains, exporte les grains à l'étranger, récupère des devises pour lancer l'industrialisation, et dans le même temps, la population et la paysannerie ukrainienne va mourir massivement de faim. Alors, c'est un phénomène qui fait bien sûr l'objet de débats intenses parmi les historiens, avec une question: est-ce que Staline est-ce que les autorités soviétiques ont volontairement affamé la population ukrainienne? Est-ce que c'était un plan, ou est-ce que ça a été juste la conséquence de cette collectivisation? Alors, toutes les études récentes penchent pour la première option, à savoir qu'on en a trouvé des traces écrites qui racontent que Staline a de fait organisé la famine en Ukraine pour se débarrasser à la fois de paysans qu'il considérait comme opposés à cette collectivisation, mais aussi de paysans qui pouvaient développer une résistance nationale à l'Union soviétique, et une résistance qui était pour Staline, bien sûr, tout à fait dommageable. Donc entre 1932 et 1933, selon des études sérieuses, on aurait entre 5 et 6 millions de morts sur le territoire ukrainien. Alors il faut se rendre compte de ce que c'est. C'est des villages où les gens n'ont plus à manger, où les enfants meurent sur le bord des routes avec le ventre gonflé, où les paysans essaient d'accéder ou de se réfugier dans les grandes villes pour mendier, où ils sont rejetés vers la campagne,
où vous avez des activistes du Parti communiste qui se rendent dans tous les villages pour chercher du grain, chercher des volailles, des animaux, etc., etc. Donc un épisode violent, extrêmement mortifère, hein, 5 millions de victimes. Alors là aussi, il y a des débats hein, sur le nombre de morts de l'Holodomor, de cette grande famine organisée. 5 millions de victimes, on peut penser que c'est un chiffre relativement cohérent, sachant que l'Holodomor n'a été que très peu documenté de l'extérieur. Vous avez eu un ou deux journalistes américains qui ont réussi à traverser le pays à cette époque, mais l'essentiel des sources que l'on a aujourd'hui pour documenter cet épisode, eh bien, ce sont soit des gens qui ont réussi à s'enfuir, à passer en Pologne par exemple, soit des lettres qui étaient envoyées et qui ont miraculeusement passé la censure, qui ont réussi à arriver en Pologne ou dans d'autres pays occidentaux ou en Australie ou aux États-Unis. Donc des sources très rares, en tout cas de l'extérieur, et puis bien sûr les sources soviétiques qui ont quand même, je dirais, documenté le nombre de morts, les perquisitions dans tel ou tel village, le nombre de tonnes de grains exportés, confisqués, etc. etc. Alors, pour, là aussi, des débats historiographiques extrêmement importants, pour les Ukrainiens, à partir de 1991, il va y avoir un travail de recherche et de réappropriation de cet épisode tragique qui était évidemment passé largement sous silence sous l'Union soviétique, avec une décision du Parlement ukrainien de qualifier cet épisode de génocide. Alors, ce qui pose, là encore, beaucoup de questions. Comment on qualifie aujourd'hui un génocide? Et je rappelle d'ailleurs que le président Zelensky accuse aujourd'hui la Russie de commettre un génocide sur le sol ukrainien. Donc c'est un mot en Ukraine qui a lui aussi une histoire. Alors, pour qualifier un génocide, il y a deux critères principaux. Il y a d'une part l'intentionnalité du meurtre, c'est-à-dire est-ce que des autorités politiques ont intentionnellement programmé cette destruction, la destruction d'un peuple. Et ensuite, il y a la personne, la communauté visée par ce génocide, qui doit être un groupe cohérent. Toute une partie de ce groupe doit être détruit ou avoir été détruit. Donc, le problème principal quand on parle du génocide durant la période de famine de 1932-1933, c'est quel groupe on prend. Est-ce que les autorités communistes ont voulu éliminer un groupe social, c'est-à-dire les koulaks, ou est-ce qu'ils ont voulu éliminer un groupe national, c'est-à-dire les Ukrainiens? Et ça, c'est toute la question qui fait débat, évidemment, sachant que si la volonté de détruire un groupe particulier n'est pas avérée, selon le droit international, on ne peut pas parler de génocide. Alors, je me garderai bien de donner une réponse définitive. Toujours est-il que le Parlement ukrainien, lui, considère désormais que c'est un génocide, tout comme certains États dans le monde, par exemple les États-Unis, je crois, ont aussi validé ce terme génocide pour l'épisode de grande famine de 1932-1933. Alors, à l'issue de cette grande famine, Staline et les dirigeants soviétiques vont quand même considérer qu'il faut lâcher un peu de lest puisque le pays est tout simplement en train de mourir. Et donc les réquisitions de grains progressivement vont se faire moins nombreuses et la paysannerie ukrainienne va progressivement réussir à recommencer à produire des céréales en quantité suffisante pour pouvoir se nourrir, sachant que la collectivisation, à partir de 1933, est achevée. Donc vous n'avez plus de petites propriétés individuelles, mais de grands ensembles, des kolkhozes qui produisent de façon coordonnée les ressources alimentaires. Donc, dans ce XXe siècle extrêmement dur, on a cette guerre civile, les famines des années 20, l'Holodomor 1932-1933, vous avez les grandes purges staliniennes à partir de 1937-1938, alors pour le coup qui touchent toute l'Union soviétique, des militaires, des dignitaires du parti, des bolcheviks de la première heure, des dirigeants qui ont toujours accompagné, je dirais, le développement de l'Union soviétique sont éliminés par la paranoïa de Staline principalement. Et évidemment, ces purges
touche également l'Ukraine. Alors des gens disparaissent la nuit, hein, on n'a plus de nouvelles d'eux d'un jour à l'autre. Souvent les familles reçoivent des avis leur disant que ces gens sont partis pour 10 ans en camp en Sibérie alors qu'ils ont tout simplement été exécutés. Donc voilà, une période à nouveau extrêmement compliquée, 1937-1938, 1939. Et puis évidemment le début de la Seconde Guerre mondiale, le lancement de l'opération Barbarossa à partir du 21 juin 1941. Les forces de Hitler, les forces nazies, rentrent tout d'abord dans les régions polonaises qui avaient été annexées par l'Union soviétique quelques mois plus tôt, et puis ensuite qui se déportent et qui avancent en Ukraine. Kiev est prise en septembre 1941, donc une avancée relativement rapide, avec, là encore, des massacres évidemment tout à fait terrifiants des forces nazies. Durant la période 1941-1943, fin de l'année 43, vous avez 5 millions de morts en Ukraine, donc évidemment un total extrêmement important, dont 1 million de juifs, puisque l'Ukraine était la partie de l'Union soviétique où l'on trouvait le plus de communautés juives. L'Ukraine était ce qu'on appelait la zone de relégation, c'est-à-dire que les juifs de l'Empire russe avaient tous été concentrés dans cette zone entre Kiev, Dnipropetrovsk, etc., qui était la zone où les Juifs avaient l'autorisation de résider et de commercer et de vivre, ce qui n'était pas le cas dans le reste de l'Empire tsariste. Donc l'Ukraine était le cœur de la communauté ashkénaze, de la culture yiddish, et cette communauté et cette culture a bien évidemment très largement disparu durant la Seconde Guerre mondiale. Les Juifs habitaient majoritairement les villes, Odessa, Kiev, Vinitsa, Jitomir, toutes les villes de l'ouest du pays qui étaient des villes où, quand vous y allez aujourd'hui, on vous raconte que la moindre petite ville était la capitale mondiale de l'intelligentsia juive, qui avait des synagogues, des bibliothèques, voilà, des courants intellectuels extrêmement importants. Tout ça va disparaître évidemment durant la Seconde Guerre mondiale dans ce qu'on va appeler la Shoah par balle. Les communautés juives en Ukraine ont été très largement exécutées par des armes à feu. Alors ça n'a pas été le seul moyen d'exécution, mais notamment par des armes à feu, notamment quand Kiev est prise en 2 jours de septembre 1941. Vous avez 30 000 personnes qui sont exécutées dans des fosses à proximité de la ville qu'on appelle Babi Yar, et qui sont ensuite ensevelies, dont on recouvre les corps de terre. D'ailleurs, un des bombardements russes a visé précisément le monument qui avait été construit pour célébrer ces massacres de masse à Babi Yar, donc un symbole assez étrange quand on pense que Poutine voulait dénazifier l'Ukraine. Il a de fait bombardé l'un des mémorials de cette Shoah par balle en Ukraine. L'arrivée des troupes nazies en Ukraine va aussi poser la question essentielle de la collaboration ukrainienne avec l'occupant nazi. On l'a vu, entre 1917 et 1941, vous avez plusieurs phases extrêmement violentes de l'Union soviétique contre les populations ukrainiennes. Et de fait, quand les nazis arrivent en Ukraine, vous avez une partie de la population qui voit ces envahisseurs d'un œil relativement intéressé, hein. C'est-à-dire, ces gens, quels qu'ils soient, vont peut-être nous permettre de nous débarrasser des soviétiques. Et de fait, vous allez avoir, dans les premiers mois de la guerre, une collaboration active d'une partie de certains Ukrainiens. Alors là encore, pas du tout de tous les Ukrainiens, hein, c'est des phénomènes de collaboration avec l'occupant nazi, on en a eu dans tous les pays, y compris en France. Mais le fait est que vous allez avoir des nationalistes ukrainiens qui vont se dire que finalement collaborer avec l'occupant nazi est peut-être une façon de pouvoir affirmer leur identité nationale et pourquoi pas de créer ou de recréer une Ukraine indépendante. Alors là encore, leurs espoirs vont être rapidement douchés, hein, puisque
les nazis n'ont réellement jamais eu l'intention véritable de créer une Ukraine indépendante et d'accorder quelques pouvoirs que ce soit à ces nationalistes ukrainiens. Donc vous avez rapidement une déception assez importante qui va se manifester chez ces nationalistes ukrainiens, et notamment Stepan Bandera, qui était leur chef, qui va être emprisonné dès 1941 par les nazis, transféré en Allemagne, et ce dernier ne sera libéré par les nazis qu'en 1944, avec l'espoir qu'ils parviennent à lever la population ukrainienne contre les soviétiques qui, à leur tour, revenaient vers l'ouest et qui bousculaient les Allemands. Stepan Bandera, qui était effectivement un nationaliste ukrainien, qui s'est rendu coupable de forfaits tout à fait terribles, alors à la fois contre les Juifs, contre les Polonais, parce que l'ouest de l'Ukraine notamment était peuplé par de très importantes communautés polonaises, de massacres contre les populations civiles. À partir de 1944, on estime qu'il y avait environ 400 000 Ukrainiens qui se battaient contre l'armée soviétique pour l'empêcher de revenir et de récupérer ces territoires. Et d'ailleurs, la lutte sur le territoire ukrainien entre les nationalistes ukrainiens et l'armée rouge va se poursuivre après la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 50. Vous allez avoir des coups de feu, des attentats, des meurtres, etc. Et avant que le mouvement ukrainien ne soit finalement réduit. Stepan Bandera est lui-même assassiné à Munich à la fin des années 50, certainement par un agent du KGB. Donc la Seconde Guerre mondiale, un épisode traumatique de plus dans l'histoire récente de l'Ukraine, et un épisode qui va être aussi utilisé ensuite, aujourd'hui, par le nationalisme russe, pour dire attention, l'Ukraine est un pays nazi, puisque vous voyez comme les Ukrainiens ont collaboré avec l'occupant nazi. Ce qui est évidemment vrai pour une partie d'entre eux, ce qui n'est évidemment pas vrai pour l'ensemble des Ukrainiens, puisque les Ukrainiens étaient aussi extrêmement nombreux, à la fois dans la résistance et au sein de l'armée rouge. Donc c'est encore une fois, je dirais, une utilisation pratique de l'histoire récente de l'Ukraine. D'ailleurs, aujourd'hui, les troupes russes appellent les nationalistes, appellent les Ukrainiens, par exemple, les banderistes, donc les héritiers de Stepan Bandera. Cette Seconde Guerre mondiale va se solder sur le front Est par évidemment la victoire de l'armée rouge à un prix extrêmement élevé, des 8 millions, je crois, de soldats morts. Un prix extrêmement élevé. Et l'Union soviétique va revenir sur cette Ukraine et imposer, je dirais, ses lois et son diktat jusqu'en 1991, avec un épisode intéressant qui est en 1954, la donation par Khrouchtchev de la Crimée à la République ukrainienne, à la République soviétique ukrainienne, 1954, donc la Crimée qui est intégrée à l'Ukraine, donc de façon relativement tardive, et ce qui va servir là encore une fois à Poutine en 2014 pour expliquer que finalement la Crimée ne fait pas réellement partie de l'Ukraine, mais plutôt de la Russie. Donc tout cet épisode va arriver si on arrive ensuite à la dislocation de l'Union soviétique en 1991, vous allez avoir un sentiment national qui va renaître en Ukraine, avec une volonté manifeste de l'ensemble de la population, de la plus grande part de la population, d'être indépendante. À cette époque, le pays devient indépendant, mais évidemment, les liens demeurent extrêmement forts. Les gens qui habitent en Ukraine ont des cousins, des frères, de la famille en Russie. Dans le Donbass, les gens passent indifféremment d'un côté ou l'autre de la frontière pour exporter du charbon, des produits manufacturés, pour voir de la famille, etc. Aujourd'hui, en Ukraine, vous avez énormément de familles qui sont arrivées dans les années 50, dans les années 60, et qui ont de la famille à Moscou, à Saint-Pétersbourg, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout rare, et qui explique que les liens étaient restés malgré tout, les liens culturels évidemment, les liens historiques, les liens familiaux, les liens étaient restés extrêmement forts.
ce qui n'avait pas empêché la renaissance d'une certaine forme de nationalisme ukrainien, qui va passer par plusieurs actes symboliques, la remise en avant de la langue ukrainienne, la promotion de la langue ukrainienne face aux Russes qui étaient encore dominants au début des années 90, ce qui ne va pas empêcher par exemple des accords stratégiques avec la Russie. Dès le début des années 90, vous avez un accord entre l'Ukraine et la Russie qui dit que la flotte russe de la mer Noire peut rester à Sébastopol, que les bateaux russes peuvent rester à Sébastopol, et l'Ukraine loue la base militaire de Sébastopol pour une durée déterminée à la Russie. Donc des échanges militaires qui se passent relativement bien. Néanmoins, vous allez avoir une série de crispations qui vont intervenir, qui vont, je dirais, intervenir sur deux plans. À la fois un plan économique, notamment sur les prix du gaz, puisque la Russie, en reconstruction dans les années 90 et 2000, va chercher malgré tout à garder une influence sur son voisin, notamment par les prix de l'énergie. En gros, on vous fait un prix d'amis sur le gaz si vous évitez de vous rapprocher trop près des puissances occidentales, de l'Union européenne et de l'OTAN. Et d'un côté, ça c'est d'un côté, et de l'autre côté, vous avez malgré tout une société ukrainienne qui va, dans les années 90-2000, mûrir. La société ukrainienne va mûrir, va se démocratiser, et de fait va supporter de moins en moins la corruption généralisée des élites politiques ukrainiennes, puisque l'une des caractéristiques de ces élites politiques, comme en Russie, est une accumulation de richesses extrêmement importante au détriment de la population par des phénomènes corruptifs massifs et généralisés. Par exemple, en 2010, moi j'avais des amis qui travaillaient dans des entreprises françaises en Ukraine et qui se baladaient littéralement avec des mallettes de billets pour aller payer des gens. Je l'ai vu de mes yeux. C'est-à-dire, si vous voulez à l'époque, si vous vouliez avoir un rendez-vous avec un gouverneur de telle ou telle région, le fait même d'avoir un rendez-vous, vous deviez payer pour pouvoir parler à quelqu'un, par exemple, juste pour avoir un rendez-vous d'affaires. Donc ça, c'était des choses qui étaient extrêmement courantes, avec une accumulation de richesses tout à fait extraordinaire, notamment, mais pas que, par le président Viktor Yanukovych, qui sera chassé par la révolution de Maïdan en 2013-2014. Vous vous rappelez peut-être de ces images de cette maison de Yanukovych complètement fastueuse, avec des toilettes en or, etc., etc. C'était, je dirais, le stade ultime de ce phénomène corruptif qui, par ailleurs, mène à la construction de pouvoirs oligarchiques extrêmement puissants. En Ukraine, vous avez 10-15 oligarques qui se partagent l'essentiel des richesses du pays. Et bien sûr, ces oligarques ont des relations, des connexions avec les oligarques russes. Ils ont des connexions avec le pouvoir politique ukrainien. Et donc la conjonction de ces deux facteurs, à la fois un développement de cette société civile qui supporte de moins en moins ce système oligarchique, et puis d'un autre côté cette pression russe pour maintenir l'Ukraine dans son orbite. La conjonction de ces deux facteurs va conduire à tout d'abord la révolution orange en 2004, et ensuite la crise de Maïdan en 2013. Alors la crise de Maïdan se déclenche fin novembre 2013 de façon tout à fait spontanée. Vous avez quelques étudiants qui sortent dans la rue après la décision du président Viktor Yanukovych, dont on a parlé, extrêmement riche, et lui-même originaire de Donetsk, donc dans l'est du pays. Quelques étudiants sortent dans la rue après la décision de Yanukovych de rompre les négociations avec l'Union européenne pour la signature d'un accord d'association avec Bruxelles. On voit un accord qui aurait favorisé des échanges économiques, etc. Et cet accord, qui était préparé de fait par l'administration ukrainienne depuis des mois, va être rompu par Yanukovych sur pression directe de Moscou, qui menace Kiev de monter les prix du gaz si cet accord est signé. Et donc, de façon spontanée, vous avez quelques centaines d'étudiants qui se rassemblent sur la place centrale de Kiev, à Maïdan, et qui vont rapidement être
battus, frappés, molestés par les forces de sécurité ukrainiennes, ce qui va entraîner une mobilisation encore plus importante. Ça, je dirais que c'est une erreur de Yanukovych d'avoir utilisé la force. Enfin, c'est facile de le dire a posteriori, évidemment, mais c'est une erreur d'avoir utilisé la force, puisque la mobilisation va grossir avec des manifestations qui rassemblent 500 000 personnes dans le centre de Kiev, des affrontements extrêmement violents sur la place Maïdan, entre ces révolutionnaires, entre guillemets, et puis les forces de sécurité, qui vont conduire quand même à une centaine de morts en quelques semaines dans le centre de la capitale ukrainienne. Sous la pression de ces manifestants, Yanukovych va finir par quitter le pouvoir. J'ai la date exacte, je ne sais plus, c'était en février, il me semble, février 2014. Yanukovych fuit le pays et vous rentrez ensuite, et on va rentrer ensuite, dans une phase d'instabilité extrêmement dangereuse en Ukraine. La Russie, comprenant immédiatement que ce nouveau pouvoir, arrivé au pouvoir par un phénomène révolutionnaire, risque de ne pas lui être totalement favorable. Et donc vous avez, en mars 2014, l'apparition de ce qu'on va appeler les petits hommes verts en Crimée, donc c'est-à-dire des militaires russes basés dans la base navale de Sébastopol, qui vont prendre le contrôle rapidement de la Crimée. La Crimée étant une région russophone, où les gens avaient, je dirais, au moins une nostalgie de l'Union soviétique. Hein, c'est-à-dire que, et une russophilie certaine, alors pas de l'ensemble de la population, mais en tout cas les gens n'étaient pas opposés de fait à la Russie. Et vous avez en quelques jours ces militaires russes sans insigne qui prennent le contrôle rapide de la Crimée. L'armée ukrainienne en 2014 étant extrêmement faible, extrêmement mal équipée et incapable de réagir sur le terrain. Ensuite, l'agitation commence également à apparaître dans l'est de l'Ukraine. Moi, j'y étais à cette époque. Et vous avez des manifestations qui se mettent en place dans le Donbass contre ce nouveau pouvoir ukrainien qui va accumuler les erreurs au début de sa prise de pouvoir. Par exemple, en annonçant un plan de privatisation de certaines des plus grandes mines du Donbass. Et ça, évidemment, pour les ouvriers du Donbass, qui étaient, je vous rappelle, l'élite industrielle de l'Union soviétique, la fierté ouvrière de cette union, c'était la classe la plus privilégiée, qui pouvait aller en vacances sur les bords de la mer Noire, qui avait des salaires relativement importants, qui avait une industrie dont ils tiraient une grande fierté. Dans le Donbass, vous avez immédiatement, après l'arrivée du nouveau gouvernement à Kiev, des manifestations qui se déclenchent à Donetsk et à Lugansk, qui sont des manifestations où on n'agitait pas le drapeau russe, on agitait le drapeau soviétique. Moi j'y étais, il y avait des gens, des personnes âgées majoritairement, qui agitaient le drapeau soviétique en disant « Attention, ne nous humiliez pas encore une fois de plus. On a déjà vécu 30 ans, 20 ans de transition, 30 ans de transition extrêmement dure. Ne nous humiliez pas une fois de plus. » Et Moscou va immédiatement comprendre que cette contestation naissante dans le Donbass est un bon levier sur lequel appuyer. Et vous allez avoir, là encore, l'arrivée, ce qu'on appelle de touristes venus de l'autre côté de la frontière, qui vont organiser progressivement cette contestation de manière violente, avec l'occupation des bâtiments administratifs de Lugansk et de Donetsk, et l'apparition d'armes assez rapidement, qui vont s'opposer à la faible armée ukrainienne de l'époque, avec des combats durs qui vont intervenir, avec des pertes et des tragédies des deux côtés. Encore une fois, quand une guerre commence, malheureusement, il y a des tragédies des deux côtés. Et avec des gens qui vont souvent décider de rejoindre un camp ou un autre de façon totalement, je dirais, aléatoire. Par exemple, moi j'ai rencontré des gens à Slaviansk, qui est une petite ville du Donbass, où cette personne m'expliquait, mais je lui demandais pourquoi toi t'es pro-ukrainien par exemple, parce que tu parles russe, t'es du Donbass, t'es pas forcément d'accord avec les nouvelles autorités à Kiev, pourquoi t'es pro-ukrainien? Il me fait, bah c'est simple, les séparatistes sont arrivés, ils ont pris ma voiture. Donc bah je suis pro-ukrainien évidemment. Voilà. Après je pouvais parler à d'autres gens à Donetsk ou à Lugansk, et je leur faisais, mais pourquoi vous êtes pro-russe?
Bah écoutez, l'armée ukrainienne a bombardé ma maison. Qu'est-ce que vous voulez que je sois? Évidemment, je suis pro-russe. Donc une fois que la logique de conflit se met en place, évidemment, il y a des pertes, il y a des affrontements qui interviennent, des crispations et un durcissement identitaire qui se met en place, qui entraîne une séparation de fait de populations qui vivaient de fait très bien ensemble puisque c'était les mêmes. Dans le Donbass, vous avez des gens, un frère se bat pour les séparatistes, l'autre pour l'armée ukrainienne. Donc ça, c'est une réalité toujours à l'œuvre aujourd'hui, avec des bataillons de soldats ou de volontaires ukrainiens qui parlent russe, d'ailleurs. Donc là encore, ce n'est pas une question linguistique. C'est une question de choix politiques, identitaires, et puis de choix de la vie imposés, je dirais, par les événements qui se mettent en place. Donc de fait, en Ukraine, vous avez une guerre qui est à l'œuvre depuis 2014, une guerre qu'on avait un tout petit peu oubliée quand même, puisque les lignes de front étaient relativement stables. Donc entre, d'une part, les forces de sécurité ukrainiennes, et d'autre part, les séparatistes qu'on appelle pro-russes, soutenus, armés par la Russie. Vous avez dans le Donbass, dès 2014, l'apparition d'armes extrêmement surprenantes. D'un jour à l'autre, les séparatistes ont des chars, des T-80, des T-72, qui n'étaient la veille évidemment pas là. Donc vous avez une implication directe de la Russie dès 2014 dans le Donbass, avec des autorités politiques qui se mettent en place, qui sont au début trustés par des Ukrainiens locaux et progressivement remplacés par des Russes directement venus de Russie. Alors ceci étant dit, pourquoi ce conflit qui était malgré tout gelé ou actif, mais de façon, je dirais, relativement limitée depuis 2014, pourquoi ce conflit s'est déclenché d'une manière extrêmement violente ces dernières semaines? Je vais vous avouer que je n'en sais rien. Moi-même, j'étais le premier à penser que la situation resterait relativement stable, calme, sous contrôle, jusqu'à quelques jours avant le début de la guerre, où là, les signes annonciateurs étaient quand même assez nombreux. Mais très, très longtemps, j'ai pensé que la Russie n'attaquerait pas, ou en tout cas qu'elle n'avait aucun intérêt à attaquer l'Ukraine. Et de fait, cette attaque des forces russes, à mon sens, se base sur une erreur d'interprétation fondamentale de Poutine et des dirigeants russes, qui pensaient certainement que la société ukrainienne n'avait pas évolué depuis 2014. En 2014, si l'armée russe avait attaqué, ils prenaient Kiev en 2 jours et c'était réglé. D'une part, il n'y avait pas d'armée ukrainienne efficace, et d'autre part, la société elle-même était beaucoup moins organisée. Depuis 2014, vous avez eu des créations de réseaux qui apportent de l'aide à l'armée, des réseaux de solidarité, qui apportent des médicaments, etc. Donc vous avez une société qui s'est habituée et qui s'est organisée pour et par la guerre. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Vous avez plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont passés sur le front dans le Donbass et qui ont combattu de façon active. Donc vous avez, le 24 février 2022, une société qui est habituée à la guerre, qui est habituée à se battre, et c'est un facteur que Vladimir Poutine avait très certainement sous-estimé. Donc cette offensive n'a pas beaucoup, en tout cas se base sur des renseignements, à mon sens, inexacts. Et pourquoi l'a-t-il lancé à ce moment-là? Ça reste, à mon sens, difficile à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que cette offensive contre l'Ukraine est la fin ou arrive à l'échéance d'un processus qui est actif en Russie depuis des années, à savoir cette peur paranoïaque d'être encerclé, d'être victime de l'Occident, et puis cette campagne orchestrée par Vladimir Poutine depuis le début des années 2000 de nationalisation des consciences en Russie, c'est-à-dire de recréation d'un nationalisme russe agressif et puissant, qui combine 2 facteurs, à la fois la reprise des symboles de la Russie tsariste et puis la reprise des symboles de l'Union soviétique, notamment la victoire de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945. Donc vous avez une fusion idéologique en Russie qui combine ces 2
ces deux histoires pourtant totalement antagonistes, et qui a infusé progressivement la société russe. Alors, moi, je connais beaucoup moins la Russie que l'Ukraine, donc je m'hasarderai pas dans des analyses trop poussées sur la Russie. Toujours est-il que cette offensive a montré très rapidement ses limites, comme vous l'avez vu. L'objectif principal de Poutine était évidemment le changement de pouvoir politique à Kiev. Ça, c'est très clair. Tout le monde s'accorde à le dire. Et même si les Russes affirment aujourd'hui que le but ultime de l'invasion était la conquête du Donbass et l'affaiblissement militaire de l'Ukraine, ce qui est certainement vrai, je pense que l'offensive principale de la Russie s'est portée dès les premiers jours de la guerre sur Kiev, et que cette offensive a échoué. Elle a échoué à la fois parce que la Russie, je l'ai dit, était mal préparée au niveau du renseignement sur les capacités réelles de la société et de l'armée ukrainienne. Elle a aussi certainement échoué en raison de la surestimation des capacités militaires de l'armée russe, qui était certainement moins importante que celle imaginée par Poutine. Alors aujourd'hui, on a un front qui s'est stabilisé. Ça, c'est une photo de Donetsk que j'ai prise en 2014. Donc vous voyez cette ville industrielle avec des terrils, etc., qui est aujourd'hui sous contrôle séparatiste. Ça, c'est un tank aussi que j'avais pris en 2014. Donc des combats extrêmement violents, déjà à l'époque, avec des morts des deux côtés. Jusqu'à février 2022, on estimait qu'il y a eu 13 000 morts déjà dans le conflit. Évidemment, des chiffres qui n'ont rien à voir avec ceux que l'on va pouvoir comptabiliser à la fin de la guerre présente, qui seront certainement beaucoup plus importants. Ça, c'est la ville de Mariupol, qui est aujourd'hui encerclée par l'armée russe et qui va certainement tomber dans les prochains jours, puisque les forces ukrainiennes qui défendent Mariupol ont annoncé aujourd'hui sur Facebook qu'elles n'avaient plus de munitions. Donc certainement la défense de Mariupol va tomber. Mariupol, c'est une grande ville sur la mer d'Azov. C'était l'un des principaux ports industriels de l'Ukraine. Ici, ce que l'on voit, ce sont des grandes usines sidérurgiques. Il y en a plusieurs dans la ville, Azovstal, enfin bref. Et donc c'est des grandes usines immenses qui emploient des dizaines de milliers de personnes. Et d'ailleurs, l'air à l'époque à Mariupol était extrêmement pollué. Vous aviez ces vapeurs comme ça qui sortaient de la ville. Toujours est-il que c'était une ville industrielle importante, et que ces usines, évidemment, sont aujourd'hui détruites. Les combats se passent d'ailleurs ces derniers jours à l'intérieur de ces usines. Et voilà l'état de la ligne de front actuelle. Donc en rouge, évidemment, les zones contrôlées par l'armée russe, avec une offensive les armées russes se sont retirées de Kiev, de Tchernigiv au nord, et sont en train de se redéployer dans le Donbass, avec une offensive qui va très certainement dans les prochains jours partir d'Izium, la ville au nord, sous contrôle russe, pour descendre vers le sud et essayer de bloquer les armées ukrainiennes dans la poche de Sieverodonetsk et de Slaviansk. Donc avec une sorte de mouvement de tenaille qui va essayer de couper les armées ukrainiennes de leurs arrières, sachant que l'un des objectifs de Poutine, un des objectifs minimum, puisqu'il a dû réviser ses buts de guerre à la baisse, c'est au moins de contrôler efficacement les deux oblasts de Donetsk et de Lugansk avant le 9 mai, qui est la date symbolique de la victoire de la Grande Guerre patriotique, et donc qui donne lieu chaque année à des grandes célébrations. Et donc si Vladimir Poutine arrive au 9 mai 2022 sans au moins avoir conquis ces deux oblasts, ce sera une énorme défaite symbolique pour lui. Donc on peut s'attendre dans les prochaines semaines à des affrontements extrêmement violents, ils sont déjà extrêmement violents, mais une accélération encore de ces affrontements, de ces bombardements, et de fait ces morts civiles. Voilà la situation actuelle en Ukraine, qui n'est pas réjouissante. Pour quelqu'un, je pense évidemment à tous les habitants de ce pays, qu'ils soient d'ailleurs du côté des zones contrôlées par les Russes
ou des zones encore contrôlées par l'Ukraine. Voilà, c'est évidemment une épreuve extrêmement difficile. Voilà. Moi, j'ai des amis qui sont dans des caves à Kiev, qui étaient dans des caves à Kiev et qui ont réussi à s'échapper de différentes villes, mais c'est toujours, voilà, c'est assez malheureux et assez compliqué à supporter. Voilà. Alors, je vais vous laisser peut-être la parole. Vous avez certainement beaucoup de questions, à la fois sur l'actualité, sur l'histoire, j'aurai certainement pas réponse à tout, mais je peux essayer de vous donner quelques pistes. Une question, parce que vous dites que Poutine aimerait bien prendre les 2 oblasts de Donetsk et puis Luhansk avant le 9 mai. Est-ce que vous pensez qu'il va étendre son but de guerre aussi à toute la partie de Kharkiv qui est donc au nord? Alors, le monsieur demandait si Poutine allait aussi étendre ses objectifs de guerre à la région de Kharkiv. Je vous avouerai que j'en sais rien. Je pense que Poutine cherche à gagner le plus de territoires possible pour être en position de force lors des négociations. Et tous les territoires qui sont bons à prendre seront intéressants. De fait, le siège de Mariupol va bientôt se terminer. Les forces russes contrôlent une bonne partie de l'accès de l'Ukraine à la mer d'Azov et à la mer Noire. Si Poutine avait pu prendre Odessa, par exemple, il aurait certainement pris Odessa. Si Poutine avait pu prendre Kiev, il aurait pu prendre Kiev. Donc je pense que les 2 oblasts de Donetsk et de Lugansk sont une victoire à minima. Après, tout ce qui est bon à prendre en plus lui donnera une position avantageuse lors des négociations de paix. Donc voilà. Après, sur la réalité des offensives de l'armée russe, on estime qu'il y avait 190 000 hommes qui étaient déployés à partir du 24 février en Ukraine. Les pertes, alors bien sûr, sont différentes selon qu'on écoute les autorités ukrainiennes ou l'OTAN ou les autorités russes. Selon l'OTAN, les forces russes auraient déjà perdu entre 30 et 40 000 hommes, ce qui correspond à des blessés, des morts, des disparus, des prisonniers. Donc sur une force combattante de 190 000 hommes, quand vous avez 30 à 40 000 hommes qui sont mis hors de combat, c'est déjà une défaite extrêmement importante, sachant que l'armée russe est en train d'essayer de recruter d'autres conscrits. On a vu l'arrivée de Tchétchènes, on a parlé à un moment de l'arrivée de Syriens. Alors on ne les a pas vus encore sur le terrain, donc je ne sais pas s'ils sont arrivés ou pas. Toujours est-il que l'armée russe n'est plus, comme à l'époque de l'Union soviétique, une armée d'hommes pléthoriques qu'on peut gaspiller à l'envi. La Russie fait aussi face à une crise démographique importante, et les gens qui sont aujourd'hui soldats dans l'armée russe sont aussi des gens qui sont nés dans les années 90, donc le moment où la natalité était la plus faible en Russie. Donc vous avez une armée qui n'a pas des ressources humaines illimitées, au contraire des ressources matérielles qui sont assez importantes. L'armée russe a hérité de stocks matériels de l'Union soviétique extrêmement importants, donc des blindés, des chars, vous en avez beaucoup. Mais les hommes, je dirais, pas tant que ça. Donc voilà, une armée qui a perdu un quart ou 40% de ses effectifs, ça devient très compliqué pour elle de se battre. Et on estime que sur un groupement tactique, quand les pertes commencent à arriver à 20-30% de ce groupement tactique, celui-ci est inopérant, du moins dans les phases d'offensive. Donc on a une armée qui est quand même bien abîmée. Le fait est qu'on a très peu de renseignements sur les pertes militaires ukrainiennes. Et ça, c'est une victoire de la communication ukrainienne, parce que ces pertes doivent être extrêmement importantes. Je veux dire, les Russes se battent, ils bombardent les convois de munitions, les dépôts de munitions, les colonnes de chars, etc. Donc les pertes ukrainiennes doivent être aussi très importantes, mais on a très peu d'informations concrètes sur le nombre de morts, de tanks et de véhicules détruits, sachant que les Ukrainiens sont approvisionnés en armes par l'Occident, mais ont évidemment beaucoup moins de ressources et de réserves que l'armée russe. Donc il n'est pas aussi impossible que le front ukrainien craque à un endroit ou à un autre, et que l'armée russe finisse par faire une avancée significative. C'est une option qui est aussi envisageable. Mais je dirais pour l'instant, l'équilibre des forces
fait que c'est dur de percer à un endroit ou à un autre. Ensuite, il peut y avoir un mouvement, il peut y avoir un moment où le front craque à un endroit ou à un autre, et là où vous aurez des avancées significatives. Au début du conflit, l'argument de Poutine, ça a été de répéter assez souvent qu'il voulait dénazifier l'Ukraine. Alors, vous nous avez parlé de la période où les Ukrainiens sympathisaient avec les nazis, mais enfin, on va dire 20 et 40, 20 et 60, 80 ans plus tard, je pense que la nazification n'a plus rien à voir avec celle des années 40, premier point. Et le deuxième point, donc, qui pour ma part vient en contredire la prétendue nazification, c'est qu'en fait, je pense que Poutine a encore des rêves obsessionnels d'Union soviétique et qu'en fait, il aurait voulu vassaliser l'Ukraine en disant, écoutez, vous avez été tellement russifié à une époque qu'il est tout à fait normal qu'on essaye de vous récupérer. Voilà. Oui, bon, pour Poutine et pour les nationalistes russes, l'Ukraine n'est qu'une partie de la Russie. Hein. C'est un point que je vous expliquais avant, puisque Kiev est la ville dont est issu cet empire russe. L'Ukraine, de fait, n'est qu'une partie de la Russie. Et l'argument de la dénazification, alors s'appuie effectivement sur cet épisode de la Seconde Guerre mondiale, s'appuie aussi sur le fait que durant la révolution de 2013, sur Maïdan, sur la place Maïdan, vous aviez, et c'est une réalité, vous aviez certains bataillons, certains groupes de ces manifestants qui se réclamaient ouvertement de l'héritage de Bandera. Donc ça, c'est un fait. Et certains de ces groupes ont ensuite constitué ce qu'on appelle notamment le bataillon Azov, qui est un bataillon de défense territoriale qui a ensuite été intégré à l'armée ukrainienne. Et dont certains dirigeants ont des positions, je dirais, d'extrême droite, voire nazie assumées. Alors en fait, voilà, ça c'est l'argument utilisé par les nationalistes russes, enfin par Poutine en l'occurrence. De fait, l'extrême droite en Ukraine a toujours été extrêmement minoritaire au Parlement et au sein des institutions politiques ukrainiennes. Les partis qui se réclament de cette extrême droite font 3-4% au maximum. Je pense qu'en France, on n'a pas de leçon à donner sur l'extrême droite potentiellement qui arrive aux portes du pouvoir. Donc effectivement, il y a des mouvements nazis, nationalistes, qui existent en Ukraine, c'est évident. Certains de ces gens se battent, notamment à Mariupol, mais ça ne correspond qu'à une infime partie du spectre politique ukrainien, y compris au sein du gouvernement ukrainien. Donc effectivement, c'est une excuse, un argument facile à mobiliser, mais qui est un tout petit peu éloigné quand même de la réalité du terrain. Moi j'avais deux questions. C'est la première, j'étais étonné, moi il y a je sais pas, peut-être une semaine, 10 jours, on a entendu Zelensky dire qu'il était prêt à négocier le Donbass, etc. Je me suis dit, waouh, mais ceux qui se battent, les Ukrainiens, ils doivent se pincer, parce que je trouvais que à la fois c'est peut-être à la fois très violent, très dur, mais en même temps c'est au bout d'un mois. Donc on se dit, j'étais un peu étonné quand même de ça, ne me remettant pas en cause du tout cette combativité sans involonté, mais ça m'a fait drôle aussi rapidement, entre guillemets. Et la deuxième question, c'est pourquoi, d'après vous, les Russes ont l'air de s'acharner à ce point-là sur Mariupol? C'est uniquement pour avoir l'entrée sur la mer d'Azov, et du coup les débouchés, etc. Mais vous avez l'air de dire tout à l'heure que la mer d'Azov n'est pas la plus intéressante pour le transport, donc j'ai du mal à comprendre, parce qu'ils vont récupérer une ville qui est quasiment toute détruite. Bon. C'est un objectif stratégique important parce que ça contrôle une partie de la côte de la mer d'Azov. Et effectivement, l'un des objectifs de guerre russe, c'est d'avoir une continuité territoriale entre la Russie et la Crimée. Et donc, c'est de contrôler toute cette bande côtière de territoire. Et d'ailleurs, les Russes poussaient ensuite vers Kherson. Ils ont pris la ville de Kherson et ils poussaient vers Mykolaiv pour essayer ensuite d'attraper Odessa. Donc là, vous auriez, dans ce cas-là, reconstitué toute la côte sud de l'Ukraine, ce qui correspond aussi dans l'imaginaire russe à ce qu'on appelle la Navarastia, qui était une région créée par Catherine II au XIXe siècle, qui correspondait à des nouveaux territoires de peuplement russe
pris notamment sur le khanat de Crimée tatar. Donc ça correspond à un mouvement historique de progression de la Russie dans tout le sud de l'Ukraine. D'ailleurs, Odessa est une ville qui a été fondée par les Russes au 19e, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui a été fondée en tout cas par les Russes au 18e siècle. Ouais. Et donc c'est une ville, si l'armée russe avait bombardé Odessa, ça aurait été un non-sens historique total, puisque ce sont les Russes qui ont fondé Odessa, avec ensuite des communautés juives, grecques, etc., qui sont arméniennes, qui se sont installées. Mais c'était une volonté du pouvoir russe de créer ce grand port d'Odessa qui permettait ensuite d'avoir accès à la mer Noire. Et d'ailleurs, toutes les villes de l'est de l'Ukraine sont des villes où les gens parlent russe. Kharkiv, qui a été bombardée au nord, ça a été la première capitale de la République soviétique d'Ukraine dans les années 20. C'est une ville où l'on parle russe, où toute l'architecture est une architecture soviétique. Donc les gens à Kharkiv étaient loin d'imaginer qu'ils se feraient un jour bombarder par l'armée russe. Et ça a été aussi une grande surprise pour les gens dans ces régions-là. Et dans le Donbass, tous les gens s'expriment en russe. Donc encore une fois, ce phénomène linguistique est intéressant à analyser, mais il n'explique pas la complexité des affrontements en Ukraine et de la guerre qui s'y déroule aujourd'hui. Alors voilà pour Mariupol. Votre autre question, c'était sur... Pourquoi Zelensky aussi, entre guillemets, rapidement, se dit prêt à négocier Pour mettre un terme à un conflit, il faut malheureusement ou heureusement négocier, c'est-à-dire avoir des choses, faire des compromis. Zelensky est certainement beaucoup plus au courant que nous de l'état réel de l'armée ukrainienne et des forces ukrainiennes. Et pour s'asseoir à la table avec Vladimir Poutine, il faut proposer des choses. Alors, je ne sais pas si cette proposition de lâcher le Donbass était réelle ou pas, quels étaient exactement les termes de l'accord ou de la proposition, je n'en sais rien. Mais ce qui circulait, en tout cas ces dernières semaines, parmi certains analystes, c'était qu'une des solutions pour mettre un terme à la guerre pourrait être que l'Ukraine s'engage progressivement dans la voie vers l'Union européenne, tout en excluant de s'engager vers la voie de l'OTAN. Donc, c'est-à-dire intégrer les structures européennes, intégrer le fait que jamais l'Ukraine n'entrera dans l'OTAN, ce qui pouvait permettre à Zelensky de se présenter comme en quelque sorte vainqueur, puisque l'Ukraine restait arrimée au bloc occidental, et à Poutine de se présenter comme vainqueur, puisque l'Ukraine n'entrait pas dans l'OTAN, et en plus, il conservait la Crimée et le Donbass. Donc ça aurait pu être, je dirais, une hypothèse de négociation théorique, puisqu'évidemment, ça ne prend pas en compte la volonté des gens qui se battent sur le terrain, et notamment des Ukrainiens qui sont en train de mourir pour le Donbass. Donc on peut penser qu'effectivement, même si Zelensky partait de ce point pour négocier avec Poutine, probablement qu'il y aurait des résistances internes assez fortes, notamment des gens qui se battent. Mais encore une fois, ça dépend de l'équilibre des forces sur le terrain, des capacités réelles de l'armée ukrainienne et de l'épuisement généralisé de la société aussi, parce qu'on vit là dans une société en guerre, et donc effectivement que ça a un poids économique, humain, matériel extrêmement important. Les bombardements qui frappent l'Ukraine depuis plus d'un mois, c'est l'approvisionnement en eau, c'est les centrales électriques, c'est les ponts, c'est les centres ferroviaires, etc. Donc c'est l'infrastructure civile du pays qui est aussi détruite. J'ai vu un chiffre passer aujourd'hui qui disait que l'Ukraine était en récession de 45%. Voilà. Enfin, avait perdu 45% de son potentiel économique. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais voilà, c'est pour vous donner un peu une ampleur de la difficulté sur le terrain de poursuivre cette guerre, hein, pas seulement avec des moyens militaires, mais aussi avec les forces de la société, les forces économiques du pays qui s'érodent et qui s'épuisent au fur et à mesure des semaines. Donc, personne ne sait à l'heure actuelle si cette mobilisation de la société et de l'armée ukrainienne va pouvoir se poursuivre dans le long terme, ou si au contraire une solution négociée va devoir être trouvée assez rapidement pour essayer tout simplement d'arrêter le conflit.
Je suppose qu'il y a aussi des raisons économiques. Est-ce que la Russie n'a pas volonté de mettre la main sur les richesses naturelles? Et il y a des mines, il y a tout ce que vous avez dit au début, les richesses agricoles. Est-ce que la composante économique, les raisons économiques ont un rôle pour expliquer la guerre? Alors, je pense que ça peut jouer, mais à mon sens, c'est pas la raison et la cause principale de cette invasion. Tout simplement parce que, par exemple, l'appareil industriel du Donbass était déjà extrêmement obsolète au début des années 2000. Vous aviez des mines, effectivement, qui extrayaient du charbon, qui extraient toujours du charbon, mais avec un équipement quand même extrêmement ancien. Donc, pour remettre à niveau les mines du Donbass, c'est des investissements monstrueux. En plus, ces mines ont été quand même largement endommagées par la guerre. Vous aviez effectivement ces grandes aciéries à Mariupol, mais qui sont elles aussi totalement détruites. Vous avez ce potentiel agricole ukrainien, bon, qui est réel et qui existe, mais quand vous avez des champs de mines qui sont posés, il faut du temps ensuite pour enlever les mines, il faut du temps pour remettre les champs en culture, il faut du temps pour trouver à nouveau des systèmes d'exportation du grain. Si le port de Mariupol est détruit, par où vous exportez le grain? Alors par Odessa. Si vous ne contrôlez pas Odessa, comment vous faites? Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent, et à mon sens, en tout cas, le but premier de l'invasion n'était pas économique, parce que sinon ça n'aurait pas été rationnel du tout. Je veux dire, le coût infligé à la Russie, militaire, humain, économique par les sanctions, est 100 000 fois plus important que les gains économiques réels qu'ils auraient pu tirer de cette invasion. Donc à mon sens, c'est pas économique. Après, oui, si la Russie annexe la moitié de l'Ukraine jusqu'au Dniepr et récupère des zones fertiles et des champs, elle ne crachera pas dessus, mais à mon sens, c'est pas le but premier. Merci pour votre exposé. Je voudrais savoir ce que vous pensez des accords de Minsk. Vous ne les avez pas mentionnés, mais je pense quand même que la France et l'Allemagne se sont portés garants des négociations qui ont eu lieu entre l'Ukraine, la Russie, et à propos justement du conflit dans le Donbass et pour la Crimée. Je voudrais savoir ce que vous pensez du fait que nous n'avons pas essayé d'imposer l'observation de ces accords, et que ça a peut-être mené à cette guerre absolument épouvantable, à mon avis, qui aurait pu être évitée. Alors, oui, effectivement, il y a eu des phases de négociation pour essayer de résoudre le conflit du Donbass, avec des partenaires, en l'occurrence la France et l'Allemagne, qui essayaient quand même à l'époque de conserver toujours des relations avec la Russie, notamment Angela Merkel, qui était un allié économique relativement important de Moscou. Vous avez ce projet Nord Stream de gazoduc qui passe en mer Baltique et qui devait approvisionner en gaz l'Allemagne. Vous aviez des projets comme ça énergétiques importants. L'Allemagne et la Russie étaient des partenaires économiques importants. Le président Macron, au début de son mandat, a quand même multiplié les visites et les rencontres avec Vladimir Poutine, dans un geste de, je dirais, conciliation, essayer de négocier, de s'entendre, de préserver des bonnes relations économiques, parce que bon, la Russie est malgré tout un marché important pour les entreprises occidentales, Auchan, etc., les banques, etc. Il y a quand même beaucoup d'investissements français en Russie, et encore plus d'investissements allemands. Donc je pense que les dirigeants français et allemands essayaient à la fois de mener des négociations de paix, mais aussi de préserver leurs intérêts économiques. Et cette pression n'a certainement, et les sanctions qui ont été mises en place à partir de 2014, n'ont certainement pas été suffisantes pour pouvoir contraindre Vladimir Poutine à changer de politique sur l'Ukraine. Donc voilà, je dirais que ça a été un effort louable de négociation, mais certainement pas suffisant pour pouvoir arrêter le conflit. Même si les services de renseignement français, par exemple, ne pensaient pas du tout qu'une invasion allait se déclarer en Ukraine. Les seuls à tirer la sonnette d'alarme étaient les Américains, mais après le précédent de 2004 et l'Irak, c'est vrai qu'on avait un peu plus de mal à les croire, mais cette fois-ci, ils avaient quand même raison. Donc la France, je dirais, a toujours, jusqu'à la dernière minute, essayé de conserver des liens avec la Russie.
Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine à de multiples reprises, même depuis le début de la guerre. D'ailleurs, c'est un peu une blague en Ukraine. Les gens disent, bon, écoutez, votre président est gentil, il veut pas arrêter d'appeler Poutine parce que ça sert à rien, et pour l'instant, nous, on est en train de se battre, donc c'est un peu... Voilà. Mais bon, il faut quand même, malgré tout, je pense, garder des canaux de communication et de négociation, puisque le conflit dure et qu'il y a des morts tous les jours, donc il faut malgré tout essayer de garder des canaux de communication. Je voudrais aussi savoir ce que vous pensez de l'attitude de Zelensky, que moi je trouve un petit peu agressive vis-à-vis de Poutine. Je ne sais pas si vous avez vu le clip où il est assis à son bureau à Kiev en t-shirt militaire, disant à Poutine, bon, viens me chercher, je suis là, on va voir. C'est quand même, je ne sais pas, mais il me semble qu'il n'a pas fait preuve de beaucoup de doigté s'il pensait qu'un jour il faudrait négocier. Vous savez, c'est un peu compliqué, parce que quand il dit ça, il y a les armées russes qui sont à 10 km de son bureau et qui bombardent la capitale. Donc, bon, Zelensky est aussi dans son rôle de chef de guerre. Je veux dire, s'il veut maintenir la nation et le pays à flot, s'il veut mobiliser l'esprit de résistance des Ukrainiens. D'ailleurs, moi, j'ai été très surpris par disons, l'attitude qu'il a opposée à ces événements et par sa solidité morale, en tout cas, et son courage de rester à Kiev. Il aurait pu partir quand les forces russes ont commencé à encercler la ville. Donc il y a quand même je dirais une ténacité importante de cet homme et du gouvernement ukrainien. Donc pour répondre à votre question, non, je ne pense pas que Zelensky, à ce moment-là, était agressif avec Poutine, puisque tout simplement Poutine était en train de bombarder son pays. Donc à un moment, il faut... Oui, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut absolument se trouver à la table des négociations avec Poutine et lui imposer des choses. Ouais, mais dans une négociation, Mais qu'il est prêt à faire détruire son pays pour une négociation sur le Donbass et sur la Crimée, qui, d'après lui, sont des objectifs absolument non négociables. Après, vous savez, c'est en tant que dirigeant politique d'un pays, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter ? Est-ce que vous êtes prêt à accepter que votre pays passe sous la domination d'un pays voisin, peut-être pour des dizaines ou des centaines d'années, on n'en sait rien, ou est-ce que vous êtes prêt à sacrifier une partie de la population pour vos idéaux nationaux et pour la liberté de votre pays ? C'est un choix politique que moi, personnellement, je ne voudrais pas faire. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier des vies ukrainiennes, y compris d'enfants, etc., pour l'indépendance de votre pays ? Mais attention, l'indépendance de votre pays, on ne sait pas comment l'occupation russe pourrait se passer en Ukraine. On a quand même des signes qui montrent que cette occupation est extrêmement violente, qu'il y a des massacres, qu'il y a des exécutions de civils, qu'il y a des tortures, qu'il y a des viols. Bon, je pense que ça donne une petite piste de réponse pourquoi Zelensky tient et pourquoi il refuse pour l'instant de céder, je dirais, à l'agression russe, parce qu'il s'aperçoit que même dans les territoires contrôlés par l'armée russe, aujourd'hui, vous avez des exactions extrêmement violentes, avec des exécutions de masse, avec des viols, etc. Donc c'est quand même, on n'est pas dans une invasion qui se passe de façon... bon, ça veut rien dire, mais civilisé. Là, on est quand même dans une invasion extrêmement violente où vous avez une armée russe qui reprend les mêmes schémas qu'elle appliquait en Tchétchénie, qu'elle appliquait en Syrie, à savoir une indifférenciation des forces armées et des forces civiles, avec des massacres extrêmement violents. Donc, quand vous savez ces informations, et Zelensky, sans doute, les connaissait dès le début de la guerre, puisqu'il a des services de renseignement qui fonctionnent et des gens qui sont derrière les lignes russes qui informent les autorités ukrainiennes. Donc très certainement que Zelensky avait déjà des informations faisant état de massacres et de choses extrêmement violentes, sans compter les bombardements sur les zones civiles, sans compter... Voilà, bon, c'est une guerre d'agression où l'armée russe tape indifféremment sur les civils, sur les militaires, où il y a des victimes civiles extrêmement nombreuses.
Alors, Zelensky, encore une fois, parle de génocide en Ukraine. Je pense que juridiquement, le terme génocide, dans le cas ukrainien, pour l'instant, ne tient pas, parce que ça supposerait que l'armée russe veut exterminer le groupe que l'on appelle les Ukrainiens. Donc, ça supposerait que l'armée russe se livre à des tueries généralisées, ce qui n'est pas le cas. S'il y a des meurtres, il y a des exécutions qui relèvent de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, pas encore de génocide. Voilà. Ça, c'est très clairement dans les règles juridiques internationales. Je pense qu'on ne peut pas encore parler de génocide. Après, il faut commencer à collecter des preuves. La France a d'ailleurs envoyé des enquêteurs en Ukraine, avec des gendarmes, pour commencer à collecter les preuves. C'est-à-dire collecter les preuves de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, interroger les gens, récupérer des vidéos, des enregistrements audio, etc. etc. Il y a un gros travail judiciaire qui va devoir se mettre en place pour ensuite rendre la justice aux victimes ou aux familles des victimes. En sachant qu'évidemment, les auteurs de ces crimes et de ces massacres ne seront probablement jamais jugés, puisqu'ils appartiennent eux-mêmes à un pays, la Russie, qui ne reconnaît pas la compétence, par exemple, de la Cour pénale internationale. Donc, ces gens, comme les États-Unis d'ailleurs, donc ces gens ne seront très probablement jamais extradés et jamais jugés. Néanmoins, il convient quand même de collecter ces preuves et de mener un travail judiciaire pour les vu égard aux familles et aux victimes. Je reviens sur le terme négociation. J'ai du mal à penser que des négociations se font avec un pistolet sur la tempe. Et encore plus dans une agression qui nous rappelle quand même beaucoup des périodes très sombres de notre propre histoire. Donc, j'ai le sentiment, mais je peux me tromper, que dans toutes les négociations qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, n'ont été envoyés du côté russe que des sous-fifres, des personnes qui n'avaient pas vraiment, semble-t-il, de pouvoir de décision. On peut très bien comprendre que Zelensky ait besoin d'un contact direct avec le président Poutine, si tant est que ça apporte. Mais qu'est-ce que Poutine veut, lui, de ces négociations ? Comment peut-on lire ? Parce qu'on peut comprendre l'OTAN, on peut comprendre l'Europe, il y a longtemps qu'on en parle, depuis le début des négociations, mais en même temps, il continue d'envahir, voilà. Donc, comment peut-on lire ce terme négociation ? Moi, ça m'interpelle depuis le début. Bon, alors négociation, c'est toujours l'expression d'un rapport de force où vous avez deux parties, chacune voulant obtenir des résultats contraires. Quand vous asseyez à la table des négociations, vous asseyez pas avec votre ami, vous asseyez avec un ennemi. Donc après, il faudrait savoir quels sont les arguments avancés par les uns et les autres lors de ces réunions. Si le but de la Russie, comme c'était affiché au début de l'offensive, c'est la dénazification, ça ne veut rien dire la dénazification. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire démettre le président Zelensky de ses pouvoirs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire instaurer un gouvernement fantoche pro-russe. Ça veut dire aller voir chaque Ukrainien et leur dire les nazis c'est pas bien. Ça veut dire éliminer les Ukrainiens parce que ce sont tous des nazis. Ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire. Donc ça c'est pas un argument qu'on avance à une table de négociation parce que ça a pas de sens. Après si l'argument comme Poutine l'avançait au début, c'est la destruction des capacités militaires ukrainiennes. Là encore, ça a l'air relativement raté, puisque tous les pays occidentaux sont en train de fournir massivement des armes à l'Ukraine. Alors, ce n'est pas des armes lourdes, c'est des armes anti-chars, c'est parfois des missiles sol-air, etc. Bon, c'est quand même des armes avec lesquelles on se bat. Donc si c'était ça l'objectif, ça a l'air d'être raté. Si l'objectif c'était que l'Ukraine ne se rapproche pas de l'Occident, là vous avez quand même une population russophone qui n'était pas forcément hostile à la Russie, qui se met à parler ukrainien parce que les villes se font bombarder. Vous avez un nationalisme ukrainien plus puissant que jamais puisqu'il doit résister à une agression extérieure. Et vous avez tous les diplomates occidentaux qui se pressent, y compris Boris Johnson, qui se pressent
à Kiev pour négocier avec Zelensky. Donc là encore, ça semble plus ou moins raté, avec bon, quand même la réalité que intégrer l'Ukraine à l'Union européenne, on peut lancer le processus. Bon, il y a peu de chances que ça arrive à court terme, hein. D'une part parce que l'Ukraine est un pays très important, d'autre part parce que l'Europe est elle-même divisée et incapable d'intégrer déjà les pays des Balkans occidentaux, qui sont de petits pays qui sont déjà dans la zone de l'Union européenne, parce que dans les Balkans occidentaux, vous avez la Bulgarie et la Roumanie qui sont parties de l'Union européenne, et après vous avez la Serbie, la Bosnie, etc., qui sont encore une poche comme ça, noire, au milieu de l'Europe. Donc, si vous voulez vraiment intégrer de nouveaux pays, peut-être déjà commencer par les pays des Balkans occidentaux. Donc bon, on peut lancer le processus, c'est un bon signal envoyé à Kiev. La réalité de l'intégration, quand même, il ne faut pas trop y compter avant Mathusalem. Sans compter qu'on va trouver à la fin de la guerre un pays quand même totalement ravagé économiquement, avec des destructions énormes. Mais bon, si l'objectif de Poutine c'était de couper l'Ukraine de ses envies d'Occident, là encore ça a l'air assez raté. Donc qu'est-ce que veut Poutine vraiment ? Moi je pense que l'objectif de Poutine c'était le contrôle de Kiev, d'avancer aussi loin qu'il pouvait dans le territoire, pourquoi pas diviser l'Ukraine, hein, mais ça c'est que mon interprétation, je ne suis pas dans le secret des dieux. Hein. C'était pourquoi pas diviser l'Ukraine en deux parties, avec une partie occidentale qui pourrait éventuellement se rapprocher de l'Ukraine, et puis de conserver une grande partie orientale du pays, y compris Odessa, la Crimée, et toute la côte de la mer Noire. Ça pourrait être un but de guerre pour Poutine, c'est-à-dire avancer les frontières de la Russie de quelques milliers de kilomètres vers l'ouest. Mais encore une fois, j'en sais pas beaucoup plus que vous. Sur les buts réels de Poutine, malheureusement, je serais bien incapable de vous apporter une réponse fiable et concrète. Vous n'avez pas du tout parlé des sanctions occidentales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a une chance que ça suffisent ? Est-ce qu'il faut les augmenter ? Enfin, il faut, façon de parler. Enfin voilà, quelques mots là-dessus de votre part, merci. Ah bon, ouais, effectivement, il y a un train de sanctions extrêmement important qui a été pris. Les dernières, c'est interdiction d'importer du charbon russe, donc ce qui représente 45 milliards d'euros de rentrée annuelle pour la Russie. Il y a eu aussi interdiction des bateaux russes d'accoster dans les ports de l'Union européenne, interdiction pour les routiers russes de transiter par l'Union. Donc voilà, il y a des sanctions qui montent. On a un gradient qu'il est encore possible de continuer un petit peu. Encore une fois, je connais mal la Russie et je n'ai pas été depuis le début du conflit. Donc l'impact réel sur la population est certainement important, hein. On a vu une augmentation par exemple des prix du sucre, des denrées, des matières premières, etc., des images de cohue dans les supermarchés. Vous avez effectivement les Russes qui sont de l'étranger, qui sont coupés du système bancaire, etc. Bon, si vous voulez, les sanctions ont un impact. Après, l'effet de ces sanctions sur la société russe, ça peut aussi resserrer les liens avec des gens qui se sentent agressés par l'extérieur, qui baignent déjà dans une propagande nationaliste extrêmement importante, avec évidemment la fermeture de tous les médias indépendants, de toutes les voix dissonantes. Vous voyez ces images de gens qui sont dans la rue avec un papier blanc pour manifester et qui sont arrêtés, enfin des images quand même hallucinantes. Donc l'impact de ces sanctions va être important sur l'économie et sur la population russe. Est-ce que ça va être suffisant pour faire basculer la population, pour, je sais pas, créer une révolution qui va mettre à bas Poutine ? J'ai un peu plus de mal à y penser. Voilà, il faudra voir sur le long terme. Il y aura des répercussions, évidemment. Est-ce que ce sera suffisant pour arrêter le conflit ? Je ne peux pas vous dire, encore une fois. C'était par rapport au succès de démocratisation de l'Ukraine juste avant la guerre. Est-ce que c'est raisonnable de considérer l'Ukraine toujours comme un pays totalement dominé par les oligarques, ou est-ce qu'il y a eu progrès réellement démocratique, économique avant la guerre ? Alors il y a eu effectivement après Maïdan, après 2014, l'éruption en politique d'acteurs de la société civile qu'on n'avait pas vu avant, des journalistes, des militants anticorruption, des gens qui poussaient par exemple pour une réforme de la police. Il y a eu des tentatives réelles pour réformer ce système corruptif.
Le fait est que rapidement et progressivement, tous ces gens ont été écartés, à la fois par Poroshenko, l'ancien président, et puis ça s'est continué sous Zelensky. Donc vous avez eu quand même une mise à distance des acquis de la révolution de Maïdan, dont un des buts, le but premier, c'était de lutter contre la corruption. Et le poids des oligarques en janvier 2022 était à mon sens tout aussi important qu'en février 2014. C'est-à-dire que c'est des fortunes et des constructions si importantes qu'il est très difficile de les mettre à bas. C'est-à-dire que c'est des gens qui contrôlent les chaînes de télé, qui contrôlent la majorité des grandes entreprises, qui contrôlent des membres du Parlement. Chaque oligarque a plus ou moins en sous-main un certain nombre de députés qui lui sont fidèles et qui reçoivent de l'argent. Donc il y a eu des tentatives, il y a eu des réformes, il y a eu une réforme de la police, il y a eu des avancées certaines après Maïdan. C'est pas suffisant pour éliminer la corruption généralisée qu'il y a en Ukraine, avec quand même la différence qu'en Ukraine, vous avez des alternances politiques. Vous avez Poroshenko qui a été élu après Maïdan, qui a perdu le pouvoir au profit de Zelensky. Donc vous avez quand même une vie politique qui permet l'alternance. Donc avec des jeux d'alliances qui changent, qui basculent, qui se déplacent, ce qui n'est évidemment pas le cas en Russie. Donc malgré tout, la démocratie ukrainienne est quand même, je parle avant le conflit, la démocratie ukrainienne est quand même beaucoup plus vivace que le régime politique russe, tout simplement. Une petite doublette de questions. Et la première, c'était de savoir c'est quoi les murs de Trajan, qui sont au sud-ouest, et puis savoir si vous savez quelles sont les velléités, les réactions Pologne, Roumanie, Moldavie, parce qu'ils en pensent quoi Poutine pourrait continuer vers la Moldavie tant qu'il y est aussi après. Alors les murs de Trajan, là j'avoue que vous me posez une colle, je ne sais pas ce que c'est. Il y a le mur là qui est en dessous. Ouais, j'ai bien vu, mais je sais. C'est l'Empire romain, c'est l'empereur Trajan, en 100 après Jésus-Christ, mais j'ignorais qu'il y avait des murs ici. L'empereur Trajan était un empire qui avait conquis les Daces qui étaient une population barbare de Roumanie. Et Trajan, il me semble, 101 après Jésus-Christ, passe le Danube et défait Décébal, le chef des Daces, en Roumanie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Roumanie parle une langue latine, puisque les soldats romains sont arrivés et ont colonisé la Roumanie pour quelques centaines d'années. Mais j'ignorais les murs de Trajan, là, en Moldavie, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, je vais me renseigner. La Moldavie, effectivement... subit une pression extrêmement importante. J'étais en Moldavie il y a un mois. Et les gens, le jour de l'invasion, le 24 février, se sont précipités pour refaire leur passeport, pour pouvoir éventuellement quitter le pays très rapidement. La Moldavie, c'est un petit pays qui appartenait à l'Union soviétique, où les gens savent très bien comment ça se passe quand les Russes arrivent et prennent le contrôle. Ils ont vécu sous l'Union soviétique. C'est un petit pays qui n'a pas d'armée, il y a 6000 hommes en état de se battre, c'est rien du tout. S'il y a une colonne de chars qui arrive en Moldavie, en 10 heures, le pays est occupé. Voilà. Donc les gens ont extrêmement peur, sachant que la Moldavie évidemment ne fait pas partie de l'Union européenne, ni de l'OTAN évidemment. Donc n'a aucun moyen de se défendre concrètement face à la menace russe, avec la précision que sur la rive droite du Dniestre, vous avez en Moldavie une république sécessionniste qui s'appelle la Transnistrie et qui a déclaré son indépendance de Chisinau en 1991 avec une guerre violente. Et en Transnistrie, vous avez notamment la présence de soldats russes. Vous avez 2000 soldats russes qui sont présents depuis 1991 pour assurer la sécurité de cette république sécessionniste de Transnistrie. Donc, une des peurs des Moldaves, c'était que si les Russes avaient avancé, avaient pris Mykolaiv et ensuite Odessa, très probablement les soldats russes basés en Transnistrie soit n'auraient fait qu'une bouchée du reste du pays, soit auraient pu appuyer éventuellement une offensive russe sur Odessa depuis le nord-ouest. Donc évidemment les Moldaves ont peur, on peut les comprendre, sachant que la majorité des Moldaves ont également un passeport roumain, ce qui leur permet, en cas de conflit, de se déplacer très rapidement dans le pays voisin. Voilà, tous les pays à l'ouest de l'Ukraine, la Roumanie, la Pologne, la Slovaquie et même la Hongrie,
ont très favorablement accueilli l'arrivée des réfugiés ukrainiens, se sont mobilisés de façon extraordinaire, la Moldavie aussi d'ailleurs. Et vous avez aujourd'hui, alors je ne sais plus le chiffre, mais au moins 2 millions de réfugiés ukrainiens en Pologne, par exemple, ce qui est tout à fait énorme. Tous ces pays-là ont connu des régimes communistes durant la seconde moitié du XXe siècle et ils sont, je dirais, solidaires en tout cas du sort des Ukrainiens. Et vous avez dans tous ces pays une mobilisation extrêmement importante. Également en Finlande, par exemple, la Finlande qui avait affronté l'Union soviétique durant la guerre d'hiver entre l'hiver 1939-1940, avec une guerre d'agression qui ressemble d'ailleurs assez fortement avec celle menée actuellement en Ukraine. Donc tous ces pays limitrophes ont été très rapidement solidaires. Et la Finlande, par exemple, qui était neutre, réfléchit ces derniers temps à intégrer l'OTAN. Donc là encore, si Poutine voulait sécuriser ses marges occidentales, c'est plutôt raté, puisque la Finlande elle-même est engagée dans un processus d'adhésion, ou va s'engager probablement dans un processus d'adhésion à l'OTAN. Vous avez parlé des sanctions occidentales. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une chance que ça suffise? Est-ce qu'il faut les augmenter? Enfin, il faut en parler. Voilà, quelques mots là-dessus de votre part. Merci. Alors, oui, effectivement, il y a un train de sanctions extrêmement important qui a été pris. Les dernières, c'est interdiction d'importer du charbon russe, donc ce qui